Bienvenue pour cet apéro pédago du mois de printemps. Voilà, alors je vais faire court, mais je vais quand même aller dans une présentation. Donc sur cet apéro pédagogique que nous avons souhaité tous ensemble autour de la dynamique du travail de groupe, nous avons l'honneur, la chance, voilà, le privilège d'accueillir avec nous le professeur Philippe Mérieux, alors qui est déjà intervenu hier sur la journée à l'UNI. Voilà, ça c'était un premier privilège. Et puis nous l'avons ce soir sur cet apéro pédagogique. Donc, je ne vais pas rentrer longtemps dans les présentations, mais je tenais quand même à dire quelque chose. Alors, il se présentera lui-même. Je pense que voilà, il n'y a pas besoin de ce côté-là. Mais je suis allée à la suite de la journée d'hier un petit peu sur le site de professeur Mérieux. Et puis, je suis allée récupérer un article. Et dans cet article, en fait, il y a qui a été écrit, alors je suppose, par un ancien collègue, ou en tout cas par un collègue qui s'appelle Sylvain Vallon. Je ne sais pas si je prononce très bien. Un article de 2022. Et en fait, cet article, il reprend vraiment euh, point par point la rencontre que moi j'ai faite hier. Alors, on est parti de la journée d'hier en demandant, mais qu'est-ce que vous avez appris? Donc, moi, j'ai appris à connaître Philippe Mérieux et j'ai appris à finalement le reconnaître dans la controverse. Dans cet article, le, le professeur des universités, ancien éducateur, je parle près de l'ordinateur. Et sans J'arrive pas à repartager. Ah, d'accord. Ouais. Bon, voilà, donc C'est je ne vais toujours la pas même chose à reprendre. distance. C'est toujours la même chose. Oui. Mais vas-y, tu peux parler. Je peux parler. Donc, en fait, je vais essayer de parler fort pour ceux qui sont en salle, même si c'est un petit peu difficile. Donc, l'article se termine de cette façon. Qui a entendu Philippe Mérieux est frappé par sa capacité à galvaniser, à passionner son auditoire pour le faire réfléchir, l'accompagner et le guider dans une réflexion constructive et jamais conformiste. Indéniablement, Philippe Mérieux a le sens de la formule, des phrases choc, une capacité à toucher le point crucial qui permettra à chacun de s'approprier une connaissance. C'est exactement la rencontre que moi j'ai faite hier. Alors Nicole Poteau qui était là a fait une autre rencontre. C'est vraiment ce que moi j'ai ressenti hier. Donc je vous souhaite en tout cas de vivre la même chose ce soir, que ce soit à distance ou en présentiel. Donc merci à tous d'être venus pour cet apéro pédago. Et puis je vais laisser la parole au professeur Méry. Merci, merci infiniment. Pardon pour ces quelques, pardon pour ces quelques minutes de retard dus à des incidents techniques indépendants de notre volonté qui décroché. Alors, ça, indépendant de notre volonté, comme on disait quand j'étais tout petit sur les chaînes de télévision. Après ce qui a été dit, vous allez inévitablement être déçus, d'autant plus que c'est la première fois pour ma part que je participe à un apéro pédago. C'est la première fois que je participe à un apéro pédago à distance, avec des collègues à distance, que je salue parce qu'ils ne sont pas dans la salle, et sur un sujet qui a été pour moi un objet d'étude extrêmement important tout au long de ma carrière, mais que j'ai un peu abandonné depuis une dizaine, une quinzaine d'années pour me consacrer à d'autres objets d'étude, et je l'ai revisité à cette occasion. J'ai été très heureux de le revisiter hier à l'occasion de la journée de formation qui était organisée, et de le revisiter un petit peu avec vous dans le cadre de cet apéro que j'espère le plus interactif possible. Voilà. Alors, je vais un peu jongler parce que nous avons dû organiser les ordinateurs de manière à faire passer par des câbles ce qui ne passait pas par certains autres câbles. Donc, vous ne m'en voulez pas si je passe d'un ordinateur à l'autre. On va tenter quand même de faire fonctionner tout cela. Ah, et voyez, on tente, mais ça ne marche pas. Ah, il faut cliquer sur l'écran. Ah, très bien. Merci, heureusement qu'il y a des vraies compétences numériques. Bien, donc le thème que m'avait proposé Thierry Pellaccia lors de nos échanges était: que peut-on attendre d'un travail en groupe et comment l'accompagner? Alors avant de parler du travail en groupe lui-même, je vous propose de réfléchir sur l'idée de groupe et puis finalement de revenir un petit peu en arrière, puisque les détours par l'histoire sont toujours extrêmement instructifs. Dès la Grèce antique, des philosophes, un philosophe comme Platon s'intéresse à la fonction du groupe dans les relations humaines. Et il se demande si le groupe est une bonne ou une mauvaise chose. Et il hésite beaucoup.
il hésite beaucoup et il oppose avec un certain nombre d'autres, et Aristote reprendra cette opposition, de formes de regroupement qu'il appelle le laïos et le démos. Alors le démos, c'est le regroupement d'individus raisonnables qui travaillent entre eux d'une manière organisée, sereine et argumentée. Le laïos, eh bien, c'est la foule brutale qui s'empare derrière un leader charismatique de tout. Alors, vous me dites, hein, parce que il faut que je parle dans ce micro-là ou... Restez comme Bon, je reste comme je suis. Donc le démos, c'est le peuple rassemblé sur l'agora, qui écoute les êtres compétents, qui prend des décisions raisonnables. Et le laïos, c'est la foule qui se groupe derrière un leader charismatique qu'on ne maîtrise plus et qui fait n'importe quoi. Et Platon nous dit déjà, dans un dialogue peu connu mais important, nous dit déjà, attention, quand vous parlez de groupe, vous manipulez quoi? Vous manipulez la rationalité des personnes, vous manipulez leur intelligence ou vous manipulez au contraire leurs affects. Leurs affects pour vous faire aimer, leurs affects pour les mettre sous emprise, leurs affects pour les embrigader éventuellement. Donc faites attention au groupe, le groupe, ça peut bien fonctionner pour construire de l'intelligence et de la rationalité, ça peut aussi parfaitement fonctionner pour organiser de la violence et faire primer les affects sur la raison. On va trouver un philosophe classique comme Descartes qui, dans une lettre à Élisabeth, dit « Je me méfie du groupe. Hein. Moi, les groupes, c'est dangereux pour moi parce que le groupe, ça m'empêche de penser par moi-même. Le groupe, c'est un obstacle à la liberté de penser. Dans le groupe, on fait attention à ne pas froisser, à ne pas vexer, ou au contraire, on veut impressionner. Donc, la pensée n'est pas libre dans le groupe. Et dans cette petite lettre, Descartes explique, ben oui, la pensée dans le groupe n'est jamais aussi libre que la pensée solitaire. Et il fait un éloge de la pensée solitaire, assis dans son poêle. Vous savez, c'était ces grands poêles en faïence dans lesquels on s'asseyait avec de grands coussins pour méditer. Et il explique qu'on ne médite jamais bien que tout seul et que le groupe nous entraîne vers des chemins qui sont toujours des chemins dangereux. Un anarchiste, alors quelques siècles plus tard, comme Proudhon, lui alors va au contraire exalter le groupe. Il va expliquer que le groupe, c'est ce qu'il appelle une unité organique vivante et intelligente, une véritable unité organique, que chacun des individus en soi est menacé par l'égoïsme, il disait égotisme, et qu'il va se replier sur lui-même, qu'il ne regardera pas et n'écoutera pas ce qui lui vient d'ailleurs, et que seul le groupe va être capable d'engager une réflexion collective et de se donner pour projet de construire le bien commun. Proudhon va insister là-dessus et vous savez qu'il va proposer des modalités d'organisation du groupe en ayant de la passion une vision extrêmement positive. Hein. Autant Descartes ou Platon pouvaient avoir de la passion, une vision négative, autant un anarchiste comme Proudhon va dire que les passions ensemble, eh bien, ça permet de dépasser tous les obstacles. Mais un peu plus tard, un psychanalyste comme Wilhelm Reich, qui s'est intéressé à la question du groupe, et vous avez peut-être en tête un de ses livres particulièrement intéressants qui s'appelle Psychologie de masse du fascisme, Wilhelm Reich explique que le groupe, c'est le moyen de libérer toutes les pulsions sadiques et toutes les perversions. Donc faites attention, quand vous créez des groupes, vous libérez des choses. Alors, c'est compliqué, Reich, il y a 3 niveaux dans la personnalité, ça dépend du niveau auquel on s'adresse, mais quand même, il se méfie du groupe et il voit dans le fascisme, par exemple, une exaltation du groupe qui permet en quelque sorte de faire abstraction de toute forme d'individualité pour fusionner les individus dans une sorte de masse. Et vous savez que pour Reich, l'histoire, la civilisation est constituée de cette dialectique entre l'individu et la masse, et que selon les moments de l'histoire, c'est la masse ou c'est l'individu qui l'emporte. Alors à l'inverse, un psychosociologue comme Carl Rogers, lui, considère que le groupe, c'est ce qui permet précisément l'expression de chacun dans le respect de toutes et tous. Donc exactement l'inverse de ce que pouvait dire ou pouvait laisser penser Reich. En pédagogie,
avant la pédagogie peut-être, Alexis de Tocqueville aussi s'intéresse à la question du groupe et du collectif et il pointe une ambiguïté très importante autour du rapport entre le groupe et la démocratie. Il pointe cette ambiguïté en soulignant comment les groupes fluctuent entre ce qu'il appelle la démocratie d'élaboration et la démocratie de décision. Et il dit, il n'y a pas pire illusion que de confondre la démocratie d'élaboration, qui est, dit-il, toujours la médiocrité, et la démocratie de décision, qui est toujours la légitimité. Il dit la démocratie d'élaboration est toujours la médiocrité parce qu'il estime que quand on construit quelque chose d'une manière démocratique, c'est toujours le moyen qui l'emporte. Ce n'est pas l'exigence. En revanche, il dit dans la démocratie de décision, alors là, sur des objets qui ont été fabriqués par d'autres, la légitimité s'impose. On trouve un pédagogue comme Brunel qui dénonçait en réponse à Cousinet, qui est un autre pédagogue, qui dénonçait ce qu'il appelait le fétichisme du groupe. Il écrit quelque part, il a mieux valu que Michel-Ange peigne tout seul le plafond de la Sixtine plutôt que d'y associer quelques compagnons médiocres. Et donc, il rejoint à certains égards ce que disait Tocqueville. Quand il s'agit de faire, c'est pas sûr que le groupe soit le mieux placé pour élaborer. Peut-être que certains individus, s'ils travaillent d'une manière un peu plus intense et un peu plus forte, eh bien, produiront des résultats qui seront meilleurs. Un pédagogue, lui, comme Célestin Freinet, à l'inverse, bien sûr, puisqu'il va faire l'éloge de la coopération, va nous dire à la forme la plus élaborée et émancipatrice de tout enseignement et de toute éducation, c'est le groupe qui coopère, c'est les individus qui s'ouvrent les uns aux autres, qui s'écoutent réciproquement les uns les autres et qui, ensemble, construisent quelque chose et progressent. Et il y a là un élément très important, nous y avons insisté hier tout au long de la journée, ce qui va caractériser la coopération, c'est que chacun et chacune contribue à la réussite de tous, mais que cette réussite de tous contribue aussi au progrès de chacun et chacune. C'est ce que Freinet va définir comme étant la coopération. Il ne suffit pas pour que le groupe soit efficace, dit Freinet, qu'il soit réellement coopératif, que les gens collaborent, hein, comme collaborent l'ouvrier, le contremaître, le patron et l'actionnaire, qui collaborent à la réussite de l'entreprise. Hein. Il ne suffit pas que les gens collaborent pour qu'il y ait coopération, il faut que entre eux, ils réussissent quelque chose, mais ce qu'ils réussissent, eh bien, soit occasion d'émancipation pour chacun d'entre eux et non pas de domination. Et donc, on arrive à cette idée dans la pédagogie coopérative que pour que le groupe soit réellement coopératif, il faut éradiquer les rapports de domination au sein de celui-ci. Alors, je ne vais pas aller beaucoup plus loin dans cette petite introduction sur le meilleur et la pire des choses. On s'aperçoit que sur le plan de l'histoire de la philosophie, de l'histoire des sciences humaines, les deux versants cohabitent. Et on pourrait dire peut-être qu'après tout, le groupe, c'est comme la langue d'Ésope, hein, et qu'il faut le regarder comme la langue d'Ésope, la meilleure et la pire des choses. Alors, pour avancer, je vous propose d'échanger par petits groupes, puisqu'on m'a expliqué que le principe du café pédagogique, c'est un café, donc il y a des tables, vous allez parler autour de vos tables, ou bien dans des tables virtuelles, si j'ai bien compris, il va y avoir des tables virtuelles. Eh bien, le principe du café étant de parler, vous allez parler, donc je vais vous proposer de réfléchir ensemble quelques minutes à la question, pourquoi vous, quand vous travaillez, quand vous enseignez, quand vous participez à une formation, vous mettez des gens en travail de groupe. Quelle est votre finalité? Quel est l'objectif que vous visez? Pourquoi vous le faites à un moment donné? Voilà, alors je vais vous laisser d'abord quelques minutes pour échanger rapidement entre vous, et puis je vous proposerai ensuite une première typologie sur laquelle nous discuterons. Est-ce que ça va comme ça? Donc, je me tourne vers Thierry Pellaccia. Est-ce que on a proposé aux collègues à distance oh, 5 minutes là, 5 minutes d'échange rapide, c'est une mise en jambe, c'est un petit début en commun. Voilà. Alors, pourquoi vous? Ah,
Parce que si jamais il y a un effet c'est compliqué. Tu peux redire le niveau principal. Ah, ok. C'est marrant. Je partie bien des légumes. Les gens peuvent élever à point, c'est dans le fond, de conscience, et que si vous voulez vraiment qu'on sache, comme les gens, ça c'est une façon de limiter c'est le monde. Alors on va voilà. Bien, on va arrêter là ce premier échange, cette mise en jambe. Une minute.
J'intègre les contraintes progressivement. Donc, veuillez m'excuser, hein, je découvre le dispositif avec vous. Donc, le principe, puisque c'est un café, c'est que vous puissiez un apéro. Mais un apéro, oui, d'accord. Le principe, puisque c'est un apéro, donc ça doit vous mettre en bouche en quelque sorte. C'est ça. Hein. Faut pas trop vous nourrir parce que l'apéro, c'est simplement fait pour mettre un appétit. Le principe, c'est que vous puissiez vous exprimer et puis qu'on puisse engager le dialogue là-dessus. Alors, rapidement, pour les gens qui sont dans la salle, mais aussi pour ceux qui sont à distance, s'ils lèvent la main et s'ils activent leur micro, comment vous répondriez à cette première question très simple? Pourquoi mettez-vous des personnes en situation de travail de groupe? Alors, qui veut commencer? Allez-y très librement. Oui, je vous en prie. Une des idées qu'on a évoquées, c'est que cela permet de confronter les avis, parce qu'on a tous une représentation sur la question qui nous est donnée vis-à-vis d'un travail. Et être en groupe permet justement d'avoir plusieurs points de vue, des points de vue qu'on n'avait pas envisagés. Donc, je le répète pour les gens qui sont à distance et qui n'ont peut-être pas entendu, l'intervention de notre collègue souligne l'importance dans un groupe de confronter des avis différents pour avoir une vision plus globale d'une question ou d'un problème. D'autres idées, d'autres éléments qui ont émergé dans les groupes de discussion, là? Hein? Moi, je veux bien intervenir. Oui, je vous en prie. Alors, nous, on a parlé de développer la participation. Oui, absolument. Vous avez tout à fait raison. On a Oui. parlé de Est-ce développer qu'il y a l'intelligence. d'autres interventions, madame? Oui. Par obligation institutionnelle, parce qu'après tout, c'est un effet de mode, il faut faire ça parce que c'est. Oui. Merci, obligation institutionnelle, effet de mode. Je ne l'avais pas intégré, celui-là. Oui, d'autres. Oui, je vous en prie. Dans l'idée d'une formation professionnalisante dans le soin, ils vont être amenés à travailler ensemble. Donc, l'idée de les mettre en groupe pour apprendre ensemble peut être intéressante, même si on est sur la même profession. Ils vont collaborer par la suite. Voilà. Merci. Je répète, apprendre ensemble. On est dans une profession unique ou dans différentes professions proches. On va être amené à collaborer et travailler en groupe prépare à la collaboration que l'on va avoir à mettre en œuvre par la suite. C'est bien ça? D'autres propositions? Oui? On a parlé de rupture dans les séquences pédagogiques. Que de prendre la parole devant 30 personnes. Très bien. Merci beaucoup. D'autres, je pense que vous avez été entendu, donc je ne répète pas. D'autres? Oui, je vous en prie. À la réussite, soigner les personnes qui ont plus de difficultés ou qui ont moins compris. Ça, on en a parlé, ça, on en a parlé, ça, on en a parlé. Une performance, une réussite. Absolument, merci. Aide à la réussite, je répète pour nos collègues à distance, permettre d'accompagner quelqu'un et de l'encourager pour aller plus loin et plus haut. D'autres? Il y a des gens à distance qui veulent intervenir peut-être. Alors, je les laisse intervenir, mais il faut qu'ils ouvrent leur micro. Alors, moi, je voulais bien intervenir. Alors, est-ce que ça fonctionne? Oui. Alors, nous, on vous entend, mais apparemment, ça fait plusieurs fois que le distanciel prend la parole Oui, et bien sûr. apparemment, seul, vous ne nous entendez pas. Ouais. Dans le cadre de la dynamique de groupe, tantôt tous ensemble, tantôt en petit groupe. Casser les rythmes, absolument. Bonne C'est bon. bonne proposition. Je me tourne vers la régie. La régie est au téléphone pour appeler le technicien. On n'entend plus, on est coupé avec la distance. Donc, non, on entend. Non, nous, on vous entend bien. C'est pas très grave, on va avancer néanmoins. Dans une enquête que nous avions fait passer avec un certain nombre de collègues au sein de l'université dans laquelle je travaille, l'université Lyon 2, on avait recueilli un certain nombre de réponses qui renvoient assez à tout ce que vous avez dit, peut-être d'une manière un peu plus précise, mais sans pour autant
ébaucher vraiment de choses nouvelles. Alors, effectivement, comme vous l'avez dit, il y a des tas de gens qui nous ont dit on fait du travail de groupe, alors soit parce que l'institution le demande, soit parce que ça coupe le rythme, soit parce qu'on est fatigué, soit parce qu'on a une extinction de voix. C'est-à-dire il y a des raisons conjoncturelles qui font que on va à un moment arrêter un enseignement magistral ou un travail individuel pour proposer un travail de groupe. La deuxième raison qui était apparue, c'était une raison, on va dire, qui relève plus de la psychosociologie. Les collègues nous disaient, ça permet à des personnes de mieux se connaître et de nouer des relations positives parce que le groupe est plus petit, parce que dans un groupe plus petit, chacun peut oser prendre la parole. Ça rejoint évidemment quelque chose que vous avez déjà dit tout à l'heure. La troisième raison, c'était pour les mobiliser et les rendre plus actives. Dans un groupe, on peut affecter des tâches, on peut donner à chacun un petit travail à faire. Et puis, alors que dans un enseignement magistral, on est en face de gens sans savoir exactement ce qu'ils pensent, surtout s'ils sont scotchés derrière leur ordinateur, eh bien là, au moins, dans un travail de groupe, on peut faire l'hypothèse qu'ils s'engagent, qu'ils sont actifs et qu'ils ne sont pas simplement des récepteurs ou qu'ils ne sont pas simplement en train de rêver à autre chose. La quatrième raison, c'était l'élaboration d'un projet commun. Alors ça, c'est une raison qui était assez souvent mise en avant, un projet commun, on va faire construire quelque chose. Alors ça peut être un panneau, un poster, ça peut être réaliser une scénette pour peut-être monter une situation ou permettre de découvrir un choix, enfin quelque chose qui va être construit par le groupe. La cinquième raison, vous ne l'avez pas évoquée, plusieurs collègues l'évoquaient, en langue par exemple, beaucoup, mais pas simplement. Ils évoquaient la possibilité de faire travailler en groupe pour stimuler une sorte de correction réciproque. C'est-à-dire chacun dit quelque chose ou exprime quelque chose qu'il a déjà construit, lit un texte qu'il a déjà rédigé, et il reçoit les corrections éventuelles, les propositions éventuelles des autres. Pas mal de collègues disaient que c'était aussi intéressant dans la mesure où ça allégeait un travail de correction qu'on pouvait avoir par ailleurs. Euh, Parmi les raisons qui étaient invoquées, il y avait aussi une raison qui consistait à dire on va les mettre en situation de recherche pour les rendre disponibles à un apport ultérieur. On va leur poser une question compliquée, une question difficile, une question à laquelle on sait qu'ils ne peuvent pas répondre, mais à laquelle nous pensons pouvoir répondre. Et donc, quand ils auront pataugé un certain temps, eh bien, on va leur permettre d'être plus disponibles à la réponse qu'ils n'auront pas encore trouvée. Donc, d'une certaine manière, ça met le groupe en position un petit peu heuristique de préparation à une réponse. La proposition suivante, c'était pour leur permettre d'échanger des savoirs existants. Chacun connaît des choses, a étudié des choses, a compris des choses, mais à partir du moment où il y a un groupe, eh bien, tout cela peut se mutualiser. La réponse suivante, c'était pour leur permettre d'accéder à des connaissances, compétences ou capacités nouvelles. Alors ça apparaissait en général assez peu. Et pourtant, quand on creusait, quand on interrogeait les gens, ils ont une attente à l'égard du groupe sur cette question-là. À quelles conditions un groupe peut permettre d'accéder à des connaissances, des compétences ou des capacités nouvelles? On va y venir dans un instant. Et puis, il y avait des collègues qui soulignaient que ça permettait de faire prendre des décisions démocratiques après une discussion un peu organisée, un peu vive. Alors, ce qui est intéressant dans cette typologie, qui reprend beaucoup des choses que vous avez dites, c'est qu'elle précise les finalités du travail de groupe. C'est-à-dire qu'elle précise ce qu'on attend du travail de groupe et qu'elle permet d'identifier le type de consigne que l'on va donner pour atteindre ces finalités. Parce qu'au fond, ce qui va être important, c'est l'adéquation entre le type de consigne que l'on va donner et le fonctionnement du groupe, de telle manière à ce que le groupe atteigne les objectifs qu'on lui a fixés. Autrement dit, si je dis par exemple que la consigne, c'est élaborer un projet commun, vous êtes un certain nombre là, vous allez faire un panneau sur je ne sais trop quoi, ou si je dis vous allez échanger des connaissances que vous avez antérieurement, quelle consigne je dois donner
pour que précisément chacun et chacune atteignent les objectifs qui sont fixés par le travail de groupe donné. Et alors là, nous touchons une question extrêmement forte que nous avons évoquée hier, qui est quelle est la régulation pédagogique que l'on va mettre en place aussi à la suite de ces consignes? Il est évident que chacun de ces objectifs ne renvoie pas au même fonctionnement. Les groupes vont fonctionner tout à fait différemment. Mais peut-être faut-il aller encore plus loin et se demander sur chacune de ces consignes quel est exactement le type de structuration du groupe que je cherche et puis quel est le type d'organisation interne de ce groupe. C'est peut-être autour de cela que je vous propose de travailler maintenant. Pour avancer sur ce travail, on va prendre, excusez-moi, on va prendre un petit peu de temps. On va prendre un petit peu de temps, puisque vous venez d'identifier les principales raisons pour lesquelles vous mettez les personnes en travail de groupe. Je vais vous demander, là encore, 5 à 10 minutes, pas plus, toujours dans les petites tables et puis à distance dans les petits regroupements qui ont été créés. Je vais vous demander de vous interroger sur les types de regroupements que vous utilisez. Alors, on va laisser le premier, qui est un regroupement purement conjoncturel qu'on peut utiliser, qu'on a le droit d'utiliser. Après tout, on a le droit de faire travailler les gens en groupe parce qu'on a une extinction de voix, il n'y a pas de problème. On va laisser le premier, mais pour les autres, on va se demander un peu en profondeur quelles sont vraiment les consignes que l'on donnerait. Donc, je vous demande de choisir un ou deux de ces objectifs et de réfléchir ensemble sur les consignes qui correspondraient aux objectifs que vous avez choisis. Donc voilà, à nouveau un petit temps d'échange entre vous, et puis on reviendra et on va comme ça alterner, si vous voulez bien, puisque c'est, semble-t-il, le principe de ces rencontres, les discussions entre vous et puis les discussions en plus grand groupe. C'est parti. Je peux juste regarder la source de son pour voir si elle n'a pas changé. Merci. Et vos parleurs? C'est un peu le principe de les faire parler. On alterne. Donc, je ne vais pas faire de longues exposés. Non, c'est parfait. Quand des gens voudront parler à distance, moi j'activerai mon haut-parleur. Je pense que je les entendrai depuis mon ordinateur et il est suffisamment. Les haut-parleurs permettront d'entendre jusqu'à ici, j'espère. C'est vraiment, on n'a jamais eu de soucis techniques aussi marqués, on va dire. Ouais. À distance, ils voient l'écran. Plus maintenant parce qu'ils sont partis en salle, Okay. mais souvent on leur demande de faire une capture pour avoir les consignes. Ok. Voilà. Je regarde ma montre. Oui. Et ça va les mettre dans une relation. D'accord. Est-ce qu'il y a ce
Vous savez pas, Ouais, mais ça, ils peuvent. Voilà. Ce que je fais, ah ouais, donc, sur les trois, j'en ai pas. C'est bien. Les deux autres, c'est sur un projet commun, il est pas. Bien, voilà, on va à nouveau se remettre en grand groupe pour partager nos réflexions. Donc, je vous propose de, comme tout à l'heure, sans obligation d'expression de chacun des groupes ni de quiconque, si vous avez envie d'intervenir pour répondre à la question qui est là, vous le faites en essayant d'expliciter le mieux possible votre réponse. Voilà. Donc, vous avez la parole, et puis la parole est aussi aux collègues qui sont à distance, en leur répétant la consigne d'ouvrir leur micro et de lever la main. Voilà. Donc, est-ce que quelqu'un veut commencer, intervenir? Très librement, hein. On n'est pas le porte-parole de son groupe, on intervient au titre de ce qu'on a découvert, de ce qu'on a envie de dire. Oui? Non? Si, vous voulez intervenir. Oui? Vous êtes désigné comme volontaire, visiblement. En personne de se connaître et nouer des relations positives, proposer des activités ludiques, un peu déstabilisantes, qui vont les obliger un peu du coup, à sourire, à rire. Parce que des fois, ça peut être une protection. C'est plus positif que... Ok, merci. Allez, on continue rapidement, ou oui, je vous en prie. N'était pas très clair, parce qu'on voulait leur faire construire un projet, peut être un projet, par exemple, un peu original, solidaire, comme je fais récolter des vêtements pour pouvoir les Très bien. redonner, puis avoir peut-être un but de prévention derrière. Donc, de leur dire dans la consigne qu'il y a un but de répartition des tâches en fonction des compétences, pour justement qu'il y ait cette volonté de
structuration interne du groupe en autonomie, donc qui décide comment se répartit les tâches. Parfait. Merci beaucoup. Oui. Ah non, je voudrais juste que vous répétiez si possible. Que je répète les interventions de la salle parce qu'ils ne les entendent pas. Donc, il y a eu 2 interventions. Une intervention autour de, on va dire, se mettre à l'aise, se connaître et nouer des relations positives avec l'idée de l'introduction d'activités à caractère ludique, et puis une proposition sur le projet commun qui devrait permettre de mutualiser des compétences réciproques autour d'un engagement collectif. Voilà. D'autres éléments? Oui, je vous en prie. a décidé de travailler pour leur faire prendre une décision démocratique, mais je tiens à dire que le choix de cette thématique n'a pas été du tout démocratique. Très bien. Voilà une très bonne remarque. On a dit que ce qu'on a proposé, c'est que ça nécessitait de donner des consignes sur la thématique, quelle qu'elle soit, à un temps individuel, pour qu'ils réfléchissent individuellement à quelle serait leur posture ou leur position par rapport à la décision, un temps en binôme et après le temps en groupe. Pour que Très bien. chacun puisse. Voilà un mode de structuration que je trouve extrêmement intéressant et qui effectivement va dans le sens de l'implication de chacun et du travail de tous. Voilà, merci. D'autres propositions? Mutualisons ensemble ce que vous avez découvert, élaboré, réfléchi. Non? À distance, personne non plus. Alors, j'ai identifié... Ah, il y a quelqu'un? Il ne semble pas. J'ai identifié chacune des 9 raisons. Je les ai identifiées par un adjectif. La première, je l'ai appelée une raison technique. C'est la conjoncture. La seconde, plutôt psychosociale. La psychosociologie, c'est la construction, évidemment, d'un groupe homogène dans lequel les relations sont positives. Pédagogique, mobiliser et rendre actif. Économique, faire fabriquer. Évaluatif, faire se corriger. Stratégique, mettre en situation de recherche pour rendre disponible. Documentaire, échanger des savoirs. Didactique, permettre d'accéder à des compétences nouvelles, et démocratiques, permettent de prendre une décision démocratiquement. Alors, là encore, je renvoie à des travaux, mais je vous enverrai le diaporama de toute façon. Je renvoie à des travaux, mais globalement, si on travaille sur cette question sur laquelle on va approfondir à propos de 2 en particulier, mais on va travailler d'une manière plus globale avant sur le rapport entre les finalités et les consignes, qui est un rapport très important sur lequel en formation on n'est pas souvent suffisamment exigeant. Et on n'assortit pas suffisamment les consignes aux finalités que l'on cherche. Pour la raison technique, évidemment, suppose qu'on donne des consignes purement formelles, le bruit, les déplacements, etc. La raison psychosociale, vous avez parlé de jeu, on peut parler de l'expression de toutes et tous, de la bienveillance réciproque. Bon, voilà, quelques consignes qui restent quand même relativement évasives. La raison pédagogique, il faut que chacun s'engage et que chacun soit actif. Donc, il faut donner une tâche à chacun. Donner une tâche, répartir les tâches pour que chacun se sente impliqué dans une activité commune. L'évaluation, eh bien, ça c'est un point sur lequel on a d'assez nombreux travaux de recherche. Comment les gens peuvent intégrer le point de vue d'autrui pour pouvoir améliorer leur propre production. On sait que cela nécessite une réciprocité, c'est-à-dire que les personnes n'acceptent d'être regardées de manière critique par autrui que si elles-mêmes peuvent regarder autrui de manière critique à leur tour. Donc on sait l'efficacité de groupes dans lesquels 2 personnes ou plusieurs personnes, ou chacun à son tour, va proposer un travail, un texte, un exposé, ou quelque chose qu'il a élaboré, et le soumettre à la critique des autres, avec comme exigence non pas d'accepter systématiquement la critique des autres, mais d'accepter de se poser la question de la pertinence de la critique des autres. Ce n'est pas tout à fait pareil. Si j'écris un texte et qu'on me dit ça c'est mal formulé, je peux relire mon texte à la lumière de ce qui m'est dit
pour l'améliorer, mais je ne suis pas obligé de considérer que c'est mal formulé. C'est l'autre qui a mal compris. Donc, chaque auteur reste lui-même le maître de sa propre production, mais l'objectif ici, c'est qu'il intègre en quelque sorte le point de vue des autres. Alors, si je me permets de l'évoquer, c'est que sur cette question de, on va dire, le groupe dans sa fonction d'évaluation, c'est probablement un des points sur lesquels on a le plus de résultats et sur lesquels on a stabilisé le plus d'observations. Hein. On sait que ça marche, dès lors qu'on construit précisément cette possibilité que chacun soumette à tous les autres et accepte d'intégrer le point de vue des autres et qu'il y ait une rotation des tâches suffisamment efficace pour qu'aucun ne se sente jugé dans l'impossibilité de juger les autres. Donc il y a là quelque chose dont on sait que ça fait progresser et que c'est utile. Bon, la raison stratégique, j'ai un collègue, là, Sylvain Connat, qui travaille beaucoup là-dessus, qui a beaucoup réfléchi sur comment mettre des gens devant une question ouverte, la plus ouverte possible, pour précisément susciter une expression argumentée et permettre que, à partir de cette expression argumentée, ils aboutissent à une aporie, en quelque sorte. C'est la méthode socratique, hein. Et l'aporie, eh bien, permet d'entrer dans un texte qui donne la réponse, ou dans un cours, dans une explication, ou dans une expérience. La raison documentaire, eh bien, elle nécessite qu'on ait pris très clairement conscience de chacun des apports que chacun peut apporter. Et qu'on ait identifié ces apports, qu'on sache que chacun a un apport à apporter dans le collectif. La raison didactique, chacun doit progresser, donc il faut qu'il s'implique, et c'est dans son travail d'implication qu'il progresse. Et puis, il y a une évaluation individuelle, bien sûr, qui est l'évaluation de son progrès. Et puis, la raison qu'on va appeler démocratique, argumentation libre et contradictoire, modalité de décision respectueuse, mais j'ai apprécié tout à l'heure ce qui a été dit. Alors, on va s'arrêter là parce que jusqu'à présent, on est encore dans des généralités. On va essayer d'aller un tout petit peu plus loin. On va essayer de problématiser. Et pour problématiser, je vous propose une question, qui est une question dont je pense qu'elle est assez féconde et qui renvoie d'une certaine manière à la raison numéro 6 ici, hein, qui est la question attachons-nous maintenant aux finalités 4 et 8. Vous avez en tête 4, c'est le projet, ce que le collègue a évoqué tout à l'heure. On demande à des gens d'apporter chacun une contribution à un projet collectif. D'accord? Et puis la 8, c'est la raison didactique. C'est on attend du groupe que chacun et chacune découvre quelque chose et apprenne quelque chose de différent de ce qu'il sait déjà. Et demandons-nous si ces finalités 4 et 8 sont opposées, complémentaires, ou même seulement si elles peuvent être compatibles. Et si je vous pose cette question, c'est parce que ça va nous permettre d'entrer un petit peu plus finement dans les problématiques de ce qui fait qu'un groupe fonctionne ou ne fonctionne pas. Allez, je vous laisse 5 minutes encore, y compris pour les collègues qui sont à distance, pour réfléchir à la question qui est projetée. Attendez. Donc, on est sur les deux formules, les deux finalités, celle qui est numéro 4 et celle qui est numéro 8, c'est-à-dire on pourrait dire d'un côté un groupe au service d'un projet et d'un autre côté un groupe au service des apprentissages. Et la question que je vous pose, c'est un groupe peut-il servir à la fois un projet et des apprentissages et à quelles conditions?
Des connaissances et des connaissances. Il n'y a pas d'amour de connaissances. Ce serait très que justement, il y a une session. C'est de la solution dans les autres jeux. Ça marche. L'économie, on n'a pas par exemple. Dans ces cas-là, le projet il devient. On en vient à si le négatif est plus qu'il ne croit. Et on croit qu'on fait parce que sûrement et Bien, on va
à nouveau reprendre le travail en grand groupe. On est sur cette alternance. Cette alternance des temps de discussion en petits groupes et en grands groupes. Alors la question a pu vous apparaître un peu mystérieuse, mais peut-être avez-vous dégagé un certain nombre d'éléments qui vont nous permettre peut-être d'entrer plus finement dans la problématique du fonctionnement des groupes. Qui veut intervenir sur la question que j'ai posée, soit à distance, soit dans la salle? Est-ce que... Oui, je vous en prie. De poser la question de la nécessité, en tout cas, de points d'étape dans le projet commun, avec des étapes où on permet individuellement à chacun de s'auto-évaluer et quand même de les accompagner. Donc, ce qu'on dégageait comme notion, c'était vraiment que ça nécessite un accompagnement dans le souci, en tout cas pour l'apprenant, que chacun, au final, ait un certain niveau d'apprentissage. Donc, on peut pas les laisser, on s'imaginait pas les laisser en solo tout le temps du projet. Merci beaucoup pour cette intervention. D'autres points de vue, d'autres propositions? Oui, je vous en prie. Tu as dit que ça pourrait être proposé, économique et didactique, si les consignes sont principalement sur le résultat final. Et que si on voulait que ce soit complémentaire, il fallait distinguer la production de la mise en œuvre. Donc avoir des étapes. OK. Oui, c'est ça. Merci. Oui. Vous nous entendez? D'autres? Il y a Allô? une demande de parole? Oui? Vous m'entendez? Oui? Oui, c'était en fait effectivement pour aller dans la continuité de ce qui vient d'être dit. Vous nous avez soufflé la distinction entre finalité et consigne. Et donc, peut-être qu'il y a dans la consigne une raison économique donc, qui vient effectivement proposer un projet que doit réaliser le groupe. Et que par contre, dans les finalités, on a bien une finalité qui est didactique, qui est d'apprendre à fonctionner en groupe. Et donc, peut-être qu'il y a à la fois des choses à retirer d'un point de vue didactique de la construction du projet, mais aussi de la manière dont se sont construites les interactions pour réaliser le projet. Que finalement, si on a en tête cette finalité de construire des interactions dans un groupe, et d'apprendre à travailler en groupe, peut-être que ça en fait un moyen de devenir complémentaire et compatible. Merci. Oh là là. Merci beaucoup. Merci. D'autres interventions? Oui, je vous en prie. Une des possibilités, c'est de l'annoncer comme un objectif dès le départ, c'est-à-dire de prendre des notes vis-à-vis de son enrichissement personnel au fur et à mesure du déroulement de la construction du projet. Très bien. Donc, à partir de là, on peut noter pour un bilan ultérieur, pour partager en fait notre enrichissement et ce qu'on a appris. Merci. D'autres demandes encore? Alors peut-être pour clarifier ma question, un petit retour un peu personnel dans ma propre histoire. Moi, j'ai commencé donc comme enseignant du premier degré, instituteur, et j'étais féru de pédagogie freinée. Je n'avais pas forcément bien compris la pédagogie freinée, mais j'avais envie de mettre en œuvre la pédagogie freinée. Et donc, le collectif, la coopération, le groupe, c'était pour moi des finalités extrêmement belles. Je trouve que j'étais aussi militant d'éducation populaire, j'avais travaillé avec les CMA, j'étais allé au Festival d'Avignon, j'étais un grand amateur de théâtre. Et donc, j'ai décidé de monter des pièces de théâtre avec mes élèves. Et j'avais une situation un peu difficile parce que par rapport à mes collègues qui faisaient un enseignement plutôt traditionnel, j'avais envie de valoriser ce que je faisais. Et donc, nous avons monté des pièces de théâtre qu'on proposait à la fois aux autres classes et aux parents. Et pour moi, ça a été une expérience tout à fait importante parce que j'ai mis peu de temps à découvrir que dans la pièce de théâtre, au fond, je donnais le premier rôle à celui qui savait le mieux parler, quoi. Je ne donnais pas le premier rôle au bègue. Je faisais peindre les décors plutôt à ceux qui peignaient bien. Et puis ceux qui ne savaient pas parler et pas peindre, eh bien, ils branchaient les prises de courant. Ou alors ils faisaient la claque devant la scène. Et d'une certaine manière, nous étions contents de la réussite du projet. Nous étions contents de cette réussite parce que cette réussite
valoriser tout le groupe, et ceux qui étaient exclus dans la fabrication trouvaient une compensation dans l'identification dans le produit. Parce qu'ils pouvaient se dire, c'est grâce au fait que je n'ai pas participé que le produit est réussi. Puisque si moi qui finalement ne sais pas parler, je m'étais mis à parler, le résultat aurait été moins bon. Et donc, on provoquait quelque chose qui, au fond, allait finalement à l'inverse des finalités que je m'étais données. Je m'étais donné des finalités que je considérais comme devoir être d'émancipation, c'est-à-dire de dépassement de chacun. L'émancipation, c'est la sortie de l'enfermement, c'est la capacité à découvrir d'autres choses, à accéder à de nouvelles compétences, à de nouvelles connaissances, à de nouveaux savoirs et savoir-être. Et puis finalement, j'enfermais chacun dans ce qu'il savait déjà faire. Et ça a été un des premiers éléments qui m'a fait rentrer dans la recherche. Moi, en fait, je suis entré dans la recherche au tout début de ma carrière. J'ai commencé à aller voir ce qui se passait, par exemple, dans les sciences de l'éducation parce que j'avais vécu cette expérience. Et puis alors, là, j'ai rencontré des gens. Le professeur Avanzini, qui était professeur à Lyon à l'époque, me dit, mais vous devriez lire Freinet, parce que Freinet, vous savez, il faisait des pièces de théâtre, il faisait des journaux scolaires, mais il a eu le même problème que vous. Ah, j'étais intéressé de savoir qu'il avait eu le même problème que moi. C'était très flatteur pour moi, bien sûr. Il me dit, bah, regardez dans la correspondance de Freinet, et il m'a donné accès à la correspondance de Freinet grâce à sa fille, Madeleine Benz, et j'ai trouvé des lettres de Freinet au début du moment où il faisait le journal scolaire, qui étaient confrontés à la même question. Il faisait un journal scolaire qui est publié toutes les semaines dans la ville de Vence, et ce journal de Saint-Paul, Vence c'est après, c'est quand il crée son école personnelle. Il faisait un journal scolaire, mais il fallait que le journal soit réussi, il fallait qu'il soit beau le journal, il fallait qu'il n'y ait pas de faute dans le journal, il fallait qu'il y ait de beaux textes dans le journal. Alors Freinet était là coincé un peu, il se dit lui-même à un certain moment, mais est-ce que je vais cantonner chacun dans ce qu'il sait déjà faire pour la gratification narcissique personnelle et collective que nous en avons, mais au prix d'une exclusion implicite d'une partie des participants? Il se pose cette question. Et c'est à ce moment-là qu'il va chercher autour de lui un certain nombre de réponses. Qu'est-ce qu'il trouve comme réponse? Et c'est intéressant parce que votre collègue a dit des choses qui sont très proches de cela. Il va chercher une réponse chez les scouts. Il va découvrir le système des brevets chez les scouts. Et il va imposer ce qu'il appelle les brevets obligatoires et les brevets facultatifs. C'est-à-dire, il va dire, il y a des brevets qu'il faut que tout le monde passe. Parce que ce sont des brevets qui rendent possible la participation au projet et qui attestent qu'on est capable de s'impliquer. Alors le brevet de correcteur grammatical, de correcteur orthographique, ça c'est obligatoire, tout le monde doit le passer. Puis il y a des brevets facultatifs, le brevet de chasseur de papillons est facultatif. Et donc il va mettre en place un système de suivi individuel des progrès de chacun pour garantir que au fond, le projet collectif ne marginalise pas ceux qui sont déjà moins compétents, ceux qui ne sont pas suffisamment compétents pour y participer. Alors moi, ça m'intéresse, je regarde ça, puis alors j'étudie un peu plus Freinet, et je découvre que Freinet est allé plus loin encore, puisque Freinet, après avoir utilisé le système des brevets, met en place les plans de travail, c'est-à-dire qu'il arrête le projet à certains moments, et qu'il propose des plans de travail individuels adaptés aux besoins de chacune et de chacun en fonction des besoins qui ont émergé dans la participation du projet. C'est en quelque sorte, Freinet dit lui-même, des négatifs de la participation. C'est-à-dire qu'il prend la participation de chacun dans le projet, il s'est exprimé oralement, il a corrigé les textes, il est allé faire une enquête, et il prend ce qu'il n'a pas fait. Il n'a pas corrigé les textes, il n'a pas allé faire une enquête. Et ce qu'il n'a pas fait, ce qu'il appelle le négatif du projet, ça devient le projet du plan de travail. Ça devient l'outil pour compenser et pour permettre à chacun d'acquérir les compétences qu'il n'avait pas jusque-là. Et il dit, c'est à partir du moment où j'ai compris que le projet avait une logique interne qui était celle de la réussite, qui pouvait exclure des personnes, que j'ai mis en place des outils qui avaient pour objectif précisément de les réintégrer. Alors il prend cette image des forces centrifuges et des forces centripètes et il dit un groupe est toujours animé de forces centrifuges et de forces centripètes. Il y a toujours les forces centrifuges qui excluent et les
nous avons le devoir de réintégrer les uns et les autres en mettant en œuvre des forces centripètes. Hein, force centrifuge, force centripète. Alors, à la suite de ça, moi, j'ai continué mon travail. J'ai fait un travail sur la manière dont les enfants travaillaient en groupe. Et puis, j'ai élargi ça à la manière dont les adultes travaillaient en groupe. Je suis allé enquêter dans les lieux de formation, enquêter dans les organisations professionnelles et syndicales, enquêter dans des coopératives, y compris dans des gens qui promeuvent l'autogestion. Et qu'est-ce que j'ai découvert en filmant des groupes au travail? Quelque chose qui m'a inquiété. J'ai découvert qu'il fallait assez peu de temps quand on mettait des adultes au travail pour que, au fond, se structure dans le groupe une organisation entre concepteurs, exécutants, chômeurs et gêneurs. Il y a toujours un ou deux concepteurs qui apparaissent, là, qui donnent les ordres, qui expliquent ce qu'il faut faire, qui ont les idées, des exécutants qui exécutent, des chômeurs qui font rien, parce que s'ils faisaient quelque chose, ça serait raté. Donc il vaut mieux qu'ils fassent rien. Donc leur inaction est payée par l'identification dans la qualité du produit. Et puis les gêneurs qu'on essaye de refiler au groupe d'à côté. Et ce que j'ai pu observer, c'est à quel point, faute d'une régulation pédagogique suffisante, il y avait cette attraction des groupes pour ce que j'ai appelé dans mes travaux la dérive économique, c'est-à-dire pour la confusion entre l'apprentissage et la production, ou plus exactement par l'idée que la production permettait automatiquement l'apprentissage. Alors attention, la production permet parfois des apprentissages, mais elle ne permet le plus souvent que des perfectionnements. C'est-à-dire que les gens se perfectionnent à l'intérieur de ce qu'ils savent déjà faire, mais on a ce phénomène d'enquistement dans les compétences déjà existantes et dans les fonctions et les rôles. Alors, j'ai fait un peu de psychosociologie à ce moment-là, j'ai découvert les fonctions, les rôles. Oui, on enquiste les rôles, y compris avec les genres, y compris avec les âges. Tout ça s'enquiste en quelque sorte et on assiste à des phénomènes groupaux qui vont en quelque sorte complètement bloquer les finalités pédagogiques que l'on s'était données. C'est-à-dire qu'on est parti avec de belles finalités et qu'en réalité, ce qui se passe dans le concret va complètement faire capoter tout ça. Alors, j'ai continué à travailler, je suis allé chercher du côté des analystes. J'ai découvert quelqu'un, un psychanalyste anglais qui s'appelle Bion, qui a fait un très beau livre qui s'appelle Recherche sur les petits groupes, qui dit alors lui, il s'intéressait plus particulièrement à la formation des infirmiers et du petit groupe de travail en infirmière des personnels de santé. Et lui, il dit, qu'est-ce que je vois dans les petits groupes de travail? Il dit, je vois deux réalités. Je vois la réalité du travail et puis ce qu'il appelle la réalité du groupe de base. Il dit, en fait, tout groupe humain existe sous deux registres, en tant que groupe de travail et en tant que groupe de base. Le groupe de base, c'est la circulation des affects, c'est les processus de domination, c'est les représentations que l'on a les uns des autres. Le groupe de base, c'est toute une série de choses qui sont peu formalisées, peu formulées, mais qui vont venir télescoper, dit-il, le groupe de travail. Le groupe de travail, il a des consignes, il doit faire des choses, mais il dit que dans l'immense majorité des cas, le groupe de travail ne va pas pouvoir faire son travail parce que le groupe de base va l'en empêcher. Et puis on va travailler sur ce qu'il appelle les hypothèses de base. Alors il identifie trois hypothèses de base principales. La première, c'est ce qu'il appelle l'hypothèse de dépendance à la mère. Hein. Il dit dans la plupart des groupes, il y a une mère qui apparaît. Alors ça peut être une femme, mais ça peut être un homme. C'est une mère symbolique qui nourrit le groupe. Alors elle le nourrit de tas de manières, et on attend d'elle qu'elle nourrisse le groupe en permanence. Donc il dit, voilà, et ça parasite complètement le fonctionnement. Il y a une autre hypothèse de base, dit-il, qui est l'attaque-fuite, et on se construit dans la résistance à un ennemi, à un adversaire. Et la troisième hypothèse de base, qui est plus originale et assez curieuse au départ, mais finalement assez intéressante, il dit, c'est le couplage. Il dit dans la plupart des groupes, il y a des espèces de phénomènes de couplage, c'est-à-dire il y a des personnes qui se regardent par deux
et qui forment un couple ou des couples qui trouvent les uns, où on trouve l'un dans l'autre sa satisfaction narcissique. Il dit ça peut même arriver que ce soit entre le formateur ou la formatrice et un stagiaire. Il dit j'ai vu beaucoup de lieux de formation où le formateur ou la formatrice ne parle qu'à une personne qu'il a choisi ou qu'elle a choisi, qui est quasiment, qui le sait peut-être pas, qui de temps en temps le perçoit, mais qui est, il dit alors le couplage, ça devient une sorte de, alors Bion, qui est psychanalyste, il dit ça, c'est un acte sexuel symbolique qui réduit les autres à être des spectateurs passifs d'une jouissance du binôme, spectateurs passifs de la jouissance du binôme. Alors, dit comme ça, évidemment, ça ne peut pas vous intéresser directement, hein. Il n'y a ni binôme ni spectateur passif de la jouissance du binôme. Mais ce n'est pas inintéressant parce que, à observer beaucoup de groupes, j'ai souvent vu néanmoins ce phénomène se jouer. Alors, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est qu'on lui a dit, eh bien, le groupe de base, il est là. Si on ne le voit pas, il prend le pas sur le groupe de travail. Vos consignes, vos injonctions et même votre régulation, ça ne marche pas. Et donc, ce qu'ajoute Bion, c'est le travail du formateur, de la formatrice, ça va être de faire exister le groupe de travail à travers la structure du groupe de travail lui-même. À travers la structure du groupe de travail lui-même. Alors moi, j'ai mis du temps à comprendre ce que ça voulait dire, faire exister le groupe de travail à travers la structure du groupe de travail lui-même. Et paradoxalement, ce n'est pas chez les psychanalystes qui sont de bons observateurs, mais rarement de bons prescripteurs. Ce n'est pas chez les psychanalystes que j'ai trouvé des ouvertures. Je les ai plutôt trouvées chez des pédagogues. J'ai un pédagogue que vous avez peut-être entendu prononcer le nom, qui s'appelle Makarenko, qui est un pédagogue soviétique et qui, après la révolution bolchevique, recueillait les gamins qui étaient abandonnés sur les routes et qui a fondé des colonies. Alors, c'était des colonies pas pénitentiaires, hein, des colonies où l'on apprenait à la fois à lire, écrire, mais aussi où on organisait la vie, etc. C'était des gamins un peu difficiles, hein, c'était des voyous, pour dire les choses en termes simples. Makarenko écrit un très gros livre qui s'appelle Le poème pédagogique, qui n'est pas un poème, dans lequel il raconte comment il vit l'accueil de ces jeunes et leur travail en équipe, puisque le principe de la colonie Gorky, c'est le travail en équipe. Il met des équipes au travail. Il y a l'équipe de la cuisine, il y a l'équipe pour aller couper le bois, mais il y a aussi l'équipe qui apprend les maths, il y a aussi l'équipe qui fait ceci, qui fait cela, qui fait autre chose. Et il dit à partir d'un certain moment, c'était plus possible, quoi. Parce que dans les équipes, c'est toujours les mêmes qui font la même chose. C'est toujours les mêmes qui deviennent chefs, c'est toujours les mêmes qui occupent des places pour lesquelles ils se sentent compétents. Et Makarenko va tâtonner un certain temps jusqu'au jour où il va mettre en place un système que moi, alors j'ai utilisé en tant qu'instituteur par la suite, qu'il appelle le système du président d'un jour. C'est-à-dire, il réunit dans chacune des classes l'ensemble des jeunes qui sont là, même des grands jeunes, hein, ils ont plutôt 20-30 ans que 10-15 ans. Et il désigne un président et tout le monde devient président à son tour chaque jour. Et Makarenko en arrive à théoriser quelque chose d'extrêmement intéressant. Il dit, si on veut que le fonctionnement d'un groupe soit démocratique, il faut une rotation systématique des fonctions et des rôles, les deux. Alors, les rôles, hein, fonction-rôle, on peut discuter les définitions, mais pour faire gros, les fonctions, c'est je me charge de la cuisine, je me charge des maths, je me charge du bois, je me charge de l'affichage. Les rôles, c'est je suis le chef du groupe, je suis le secrétaire du groupe, je suis le chargé de l'horaire dans le groupe, etc. Et il dit, pour que le groupe fonctionne d'une manière qui soit émancipatrice, il faut une rotation systématique des fonctions et des rôles. Des fonctions et des rôles. Par exemple, le rôle de président, ce n'est pas un rôle qui peut être attribué ou mis en place par toujours la même personne. Il faut que chacun y passe. Alors, il dit bien, ça ne veut pas dire, parce que chacun y passe, que chacun est à l'aise pour y passer, ni que chacun va se développer et va assumer qu'il a envie de présider tout le temps. Mais il dit, et ça c'est un point assez intéressant, il dit,
il faut que chacun y passe parce qu'il faut que chacun découvre la possibilité de faire ce qu'il ne se sent pas encore capable de faire. Peut-être qu'il n'y sera pas à l'aise, peut-être qu'il ne décidera pas de prolonger ou de poursuivre cette activité, mais mon rôle d'émancipateur, c'est-à-dire de celui qui fait sortir d'eux, c'est-à-dire qui casse l'enfermement, qui casse l'essentialisation, c'est bien un rôle de découverte plutôt qu'un rôle de naturalisation et d'essentialisation. Et alors moi, tout ça m'a beaucoup intéressé et j'en suis venu à une idée qui peut vous paraître excessive, qui peut vous paraître un peu peut-être même brutale, à savoir que, au fond, les groupes au travail sont toujours menacés par l'essentialisation. L'essentialisation, c'est-à-dire par l'enfermement de chacun. Alors, dans une essence, alors la pire des essentialisations, c'est le racisme. Hein. L'essentialisation, c'est la confusion d'un individu avec un de ses attributs. On peut essentialiser quelqu'un à travers ses symptômes. Bon, malheureusement, ça m'arrive de voir, je vais dans des classes et on me dit Jules est dyslexique. Bon, moi, ça me catastrophique quand j'entends Jules est dyslexique. Non pas parce que je ne veux pas qu'il y ait de dyslexique. Bien sûr que oui, c'est intéressant que Jules est dyslexique. Mais parce que c'est catastrophique de dire Jules est EST dyslexique. Jules n'est qu'un dyslexique. Jules, il est aussi amoureux de manga, gol au foot, amoureux d'une fille de la classe, tout ce qu'on veut. Et je ne peux pas enfermer Jules dans sa nature de dyslexique. Si je l'enferme, je m'interdis de regarder ce qui en lui permettra de surmonter sa dyslexie. Non. Donc je suis dans une essentialisation. Eh bien, j'observe que les groupes au travail sont toujours menacés par l'essentialisation. Alors, c'est peut-être pas grave dans des groupes de production. Si vous êtes dans un atelier, que vous allez réparer votre voiture, faire réparer votre voiture, vous n'êtes pas gêné par le fait que le carrossier et le mécanicien ne permutent pas leur rôle. Et d'une certaine manière, vous préférez que le carrossier et le mécanicien ne permutent pas leur rôle. Hein? C'est préférable. Mais si vous êtes formateur et que vous avez un groupe de personnes dont vous faites l'hypothèse que toutes peuvent accéder à des compétences que vous supposez devoir être communes, alors là, ce n'est pas du tout le même problème. Là, vous êtes en face de la menace de l'essentialisation. Et vous êtes amené à réfléchir sur ce qu'on appelle donc la structuration. Quelle structure vous allez mettre en place? Et quand je dis structure, pour moi, j'ai aucune ambiguïté, je dis contrainte. Je dis contrainte. J'ai jamais été de ceux, dans ma génération, il y a des gens qui ont imaginé qu'on pouvait faire de l'éducation sans contrainte. Une espèce de songerie folle, Summerhill, ça aurait été l'éducation sans contrainte, mais vous savez ce que disait Bettelheim après avoir visité Summerhill, hein? Summerhill, c'est sans contrainte, sauf qu'il y a une contrainte bien plus forte que toutes les contraintes, c'est qu'il faut avoir l'amour de Neil. Hein? C'est-à-dire qu'il faut aimer Neil et être aimé par Neil, ce qui est une contrainte bien plus lourde et bien plus difficile d'ailleurs à se débarrasser que toutes les contraintes institutionnelles. Parce que dès qu'on suspend la contrainte, on récupère en séduction plus que l'on a abandonné en contrainte, ou bien ça ne marche pas. Hein. Donc, la question de la contrainte en pédagogie est bien évidemment une fausse question. La question n'est pas faut-il des contraintes, c'est quelles contraintes rendent libre. C'est-à-dire quelles contraintes émancipent. C'est-à-dire quelles contraintes permettent aux gens de se développer, de s'émanciper, d'être capables de faire mieux que ce qu'ils se pensaient être capables de faire. Et donc, c'est à partir de là, moi, que j'ai commencé à travailler sur les modes de fonctionnement dans les groupes, que j'ai réintégré des notions qui avaient été élaborées, je pense à la notion de conflit socio-cognitif qui avait été élaborée par Anneli Perret-Clermont, William Dioz et Muni, et que je me suis demandé quelles étaient les conditions du conflit socio-cognitif. Conflit socio-cognitif, c'est quand quelqu'un me dit quelque chose et que ce qu'il me dit travaille avec ce que je savais déjà. Voilà. Et parce que quand quelqu'un me dit quelque chose, la plupart du temps, je n'en fais rien. Hein? Je donnais hier, je m'excuse pour les 3 personnes qui étaient là, mais un exemple très personnel sur expliquer ce qu'est un conflit socio-cognitif.
qui était l'exemple, j'ai commencé quand j'étais instituteur, et je vais continuer quand j'étais instituteur, ma première inspection. Je me souviens, c'était ma deuxième année. L'inspecteur arrive dans la classe et il s'assoit, il regarde toute une matinée, je me souviens, puis à midi, on se réunit dans le bureau du directeur, il me dit, Monsieur Mérieux, tout n'est pas franchement mauvais dans ce que vous faites. Bon, c'est des débuts problématiques. Mais il se met à me dire que ma progression est nulle, que j'ai mal géré la classe, mes exercices ne sont pas bons, etc. Et là, je me dis, qu'est-ce que je fais de ce que me dit l'inspecteur? Ah, il y a 4 solutions. Soit je dis, c'est un inspecteur, il n'a pas fait une classe depuis 20 ans, ses conseils, ça n'importe pas, j'en ai rien à faire. C'est-à-dire, c'est de la récusation. Position inverse, monsieur l'inspecteur, c'est pas pour rien que vous êtes inspecteur, si vous êtes inspecteur, c'est que vous avez raison, donc à partir de cet après-midi, je fais comme vous m'avez dit. Adhésion immédiate. Troisième possibilité, monsieur l'inspecteur, j'ai parfaitement compris ce que vous m'avez dit, la prochaine fois que vous viendrez, je ferai exactement ça, mais en attendant, je continue à faire comme avant. Adoption alternée. Je vous fais remarquer que dans ces 3 hypothèses, je n'ai pas progressé. Je n'ai pas progressé. Dans la première hypothèse, j'ai récusé ce qui m'était dit en disant l'autre est incompétent, de mauvaise foi ou de mauvaise volonté à mon égard. Je récuse, je ne le prends pas. Dans la deuxième hypothèse, je le prends, mais je ne l'examine pas. Dans la troisième hypothèse, je le prends pour des raisons stratégiques, parce que je veux me ménager, donc, mais je ne l'examine pas. Il y a une quatrième hypothèse qui est la seule qui me fait progresser, qui consiste à dire, dans ce flot de conseils que m'a donné l'inspecteur, il y en a 2 qui me paraissent intéressants parce qu'ils rejoignent une observation que m'a fait un des parents et quelque chose que j'avais vu moi-même à propos d'une réaction d'un des élèves. C'est-à-dire, le seul moment où l'autre me fait progresser, c'est quand j'accepte de prendre en compte ce qu'il me dit et de le faire entrer en interaction avec ce que j'avais déjà. Alors, on théorise cela en disant c'est un système de représentation qui est déstabilisé et restabilisé à un niveau supérieur. Ce n'est pas un système de représentation qui est changé. Hein. C'est-à-dire, je ne prends pas le système de représentation faux pour y mettre un système de représentation juste. Je déstabilise le système de représentation. Et donc, à partir de tous ces éléments, où en suis-je arrivé? J'en suis arrivé à cette idée que le travail de groupe était extrêmement précieux dès lors qu'il se donnait comme perspective très clairement la coopération. C'est-à-dire dès lors qu'il se donnait comme perspective non seulement que le groupe produit peut-être quelque chose de bien, mais surtout que chacun des individus progresse. Et donc, j'en suis arrivé à ce paradoxe assez étrange, c'est que la seule évaluation du travail de groupe, ce sont les acquisitions individuelles. Ça peut paraître vraiment l'œuvre de Christophe Colomb, ça peut vraiment paraître la simplicité par excellence, mais ça me paraît, alors au sens de Kant, un principe régulateur, un principe à avoir dans la tête, quoi. Sinon quoi? Eh bien, sinon, globalement, en dépit de toutes les raisons que l'on va mettre en vigueur, on va avoir ce que j'ai observé dans mes observations de groupe au travail, soit la dérive économique, soit la dérive fusionnelle. La dérive économique, concepteur, exécutant, chômeur, gêneur, spécialisation. Dérive fusionnelle, on ne se spécialise pas, mais on est content ensemble, on est bien, on rigole bien, on fait des trucs sympas, et puis on va se boire un pot, et voilà. Et en fait, la réconciliation des séparations se fait sur le registre symbolique. Alors, je vais m'arrêter là-dessus, mais juste j'insiste sur pourquoi j'ai problématisé le 4 et le 8. Parce que ça m'a permis de faire émerger la question que je trouve centrale, c'est-à-dire comment structurer un groupe pour favoriser l'émancipation de chacun, tout en favorisant la solidarité entre les membres du groupe. Et je n'ai pas de recette complète et définitive pour ça. Pas de recette. Parce que, au fond, cette question, comment organiser un groupe pour faire progresser chacun,
tout en construisant de la solidarité entre les individus, eh bien, elle va se reposer dans toutes les hypothèses de finalité qu'on a là. Et ce qui va être absolument déterminant dans toutes ces hypothèses, c'est la réflexion que je vais mener. Ah, c'est pas grave. Je reprends ce qui avait été dit par la personne qui est intervenue à distance. La réflexion que je vais mener entre les finalités et les modalités. Je m'arrête là, je reviendrai sur finalité, modalité, mais je vous rends la parole, alors cette fois-ci d'une manière beaucoup plus informelle. Je ne vous pose pas ni une question, ni un exercice à faire, mais réaction, objection, exemple, contre-exemple, dubitation, ou tout ce que vous voulez par rapport à ce que je viens de vous dire. Et comme on est dans le registre du bistrot, du café, de l'apéro, je vous ai parlé sur le registre du récit. Hein. D'ailleurs, un grand pédagogue que j'aime beaucoup, Brunner, dit que, hélas ou heureusement, on ne sait pas, le récit crée de l'attention que la démonstration va tuer. Je ne sais pas si c'est vrai. En tout cas, c'est assez vrai que le récit crée de l'attention. Voilà, donc allez-y, vous pouvez réagir, soit à distance, soit en présence. Et puis, on aura un dernier temps. Je vous en prie. En fait, c'est intéressant par l'organisation naturelle des groupes. Est-ce que, du coup, elle est efficiente? C'est-à-dire, est-ce que les groupes s'organisent naturellement de cette manière parce qu'ils arrivent à mieux produire de manière économique? Ils arrivent naturellement à s'organiser s'ils ont en tête les objectifs et les modalités de l'organisation d'un groupe de formation. Encore une fois, alors, soyons clairs. Moi, les groupes que j'ai travaillés sont des groupes dont la priorité, pour moi, à mes yeux, c'est l'émancipation des personnes, leur formation, leur capacité à acquérir de nouvelles choses et à accéder à de nouveaux savoirs et à de nouvelles compétences. C'est ça, pour moi, la priorité. C'est pas comme ça que fonctionnent les groupes. Je veux dire, j'évoquais le garagiste tout à l'heure. Vous pouvez faire fonctionner des groupes sur de tout autre registre que celui-là. Dès lors que j'ai une responsabilité formative, j'ai une responsabilité d'accompagnement du dépassement de chacun. Et cette responsabilité-là, je dois mettre en place des dispositifs, on va même dire, je dis même des contraintes, qui l'autorisent. Ça ne veut pas dire qu'il l'oblige, parce que je ne peux pas l'obliger, chacun va s'engager dans ses apprentissages librement, mais qui l'autorisent. Voilà. Si à un moment donné, je veux faire travailler des gens en groupe pour produire quelque chose très vite, d'une manière efficace, je ne vais pas m'embêter avec toutes ces questions-là. C'est des questions qui d'une certaine manière, sont hors de propos. Moi, je me situe du point de vue de celui qui considère le groupe comme un outil d'émancipation des personnes, voilà, et de progression des personnes. Alors après, quand un groupe s'organise spontanément, eh bien, spontanément, il ne s'organise pas pour la promotion des personnes. Il s'organise le plus souvent sur des modèles qui sont les modèles soit de l'atelier, soit de la fête. Voilà. Ce sont, quand on interroge, quand on regarde les groupes humains, les deux types de groupes qui dominent, qui sont précisément pas des groupes de formation, c'est le groupe de l'atelier. L'atelier, chacun a sa place, et c'est la fête. Voilà. Lévi-Strauss nous le dit, dans les sociétés primitives, il n'y a que deux types de groupes. Il y a les groupes de production et les groupes festifs. Et il dit dans les sociétés industrielles, c'est pareil. Il n'y a globalement que deux types de groupes. Alors on pourrait chipoter, on pourrait dire la famille, c'est ni l'un ni l'autre. Enfin, c'est un atelier, c'est pas toujours la fête. Enfin, on pourrait. C'est à vous de choisir. Mais quand Lévi-Strauss dit il n'y a que deux types de groupes, l'atelier et la fête, alors dans la fête, il met tous les rituels, y compris les rituels, la danse, mais les rituels religieux, les rituels alimentaires et tout ça. Par exemple, pour Lévi-Strauss, le rituel alimentaire, la table, c'est effectivement, la table en elle-même est très symbolique, c'est ce qui réunit et sépare à la fois, on est autour, mais en même temps on ne peut pas se taper dessus parce que ça nous sépare. Donc,
C'est ça. Donc, mais ni l'atelier ni la fête, autrement dit, ni le groupe productif ni le groupe fusionnel ne sont des groupes de formation. La formation, c'est ce qui se gagne contre l'atelier et contre la fête. Alors, quand je dis ça, évidemment, je risque de vous choquer, mais ça a été vrai de toute éternité. Le temps de la formation n'est jamais gagné. Il n'est jamais gagné. Parce que la production est toujours plus urgente. Et quand la production s'arrête, c'est la fête qui l'emporte. Et pour former, il faut suspendre les impératifs de la production et la tentation de la fête. Il faut trouver cette ligne de la transmission et du partage qui n'est ni fête ni atelier. Alors, quand je dis ça, je caricature un peu, je force un peu les choses, mais je veux dire par là que réfléchissez. Moi, j'ai beaucoup vécu. J'ai été en responsabilité dans une région responsable de la formation. Et je me suis aperçu, mais la formation, c'est toujours ce qu'il faut gagner. Il y a toujours des priorités qui fait que, c'est pas la priorité, il y a d'autres choses plus importantes, etc., etc. Mais Lévi-Strauss nous dit, je crois que c'est dans Triste Tropique ou ailleurs, mais peu importe, il nous dit, mais à l'origine, les humains, ils étaient talonnés par des tas de problèmes matériels, il fallait survivre, il fallait se loger, se nourrir, se vêtir. La formation, c'est du temps qu'il faut gagner, il faut lutter en permanence contre les urgences. Hein? Il y a toujours des urgences. Il y a toujours plus urgent que se former. Et parce qu'il y a toujours plus urgent que se former, le temps de la formation est un temps qui est toujours gagné et qui ne sera jamais acquis, parce que chaque fois qu'il est gagné, il y a des gens qui trouvent qu'il est perdu. C'est-à-dire que c'est du temps perdu. C'est du temps perdu sur quoi? Sur la production. Bien évidemment, c'est perdu ce temps-là. Pourquoi la formation est au cœur pour moi, je parle que pour moi, du projet d'une société émancipatrice? C'est parce que c'est ce qui va permettre à chacun de se découvrir autre. Voilà. C'est-à-dire de se faire autre que ce qu'il a fait, d'articuler sa contingence et sa liberté. Nous sommes des êtres contingents, mais nous ne sommes pas enfermés dans ce qu'il nous a fait. Et à cet égard, je vais même vous choquer peut-être quand je dis ça, mais j'ai vu beaucoup de groupes qui se prétendaient des groupes de formation et qui n'étaient pas des groupes de formation. Parce que précisément la logique de la formation, qui est on suspend l'activité productive, on s'intéresse à chacun, on fait en sorte qu'il s'investisse, qu'il travaille, on fait en sorte qu'il progresse, et on est attentif à cette progression, eh bien cette question n'était jamais posée. Alors, moi je ne vous dis pas qu'il faut qu'il y ait que des groupes de formation. Ce n'est pas possible. Une société ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas des ateliers et des fêtes. Ça, c'est clair. Il va y avoir la fête tout à l'heure avec l'apéro. Mais la formation, alors, je crois que c'est quelqu'un qui est peu connu, qui a été un des pionniers de l'alternance, qui disait ça. Il disait, quand il étudiait l'alternance en formation, il disait l'alternance, elle a toujours du mal à imposer ce qu'on appelle les enseignements théoriques. Parce que d'abord, les gens préfèrent toujours les stages. Ils disent toujours qu'ils apprennent bien mieux dans les stages que dans les enseignements théoriques. Ils veulent toujours plus de charges et moins de théorie. Et ensuite, parce que l'articulation entre la théorie et le stage, elle n'est jamais extrêmement facile, extrêmement claire, extrêmement... Et il disait, si on laisse filer, il n'y aura plus jamais de théorie. Alors, il disait ça, mais il disait ça avant que le patronat mette la main sur les lycées professionnels. Mais qu'est-ce qui est en train de se passer sur les lycées professionnels? Un petit peu ce qu'avait prédit ce collègue. Il y a, je crois, l'idée à un certain moment, la production s'impose et prendre le temps de se former, comme on fait ici entre nous, comme on l'a fait surtout dans la journée d'hier, c'est borner un temps, on ne produit pas, on n'est pas productif au sens de faire marcher la machine. On n'est pas non plus dans la fête, dans le rituel festif, dans lequel on va trouver d'autres types de satisfaction. On est dans une autre logique dont l'histoire humaine, c'est Lévi-Strauss qui le dit, montre qu'elle est toujours
fragile et qu'il faut la faire exister au forceps. Et donc un groupe alors pour répondre, j'ai fait un peu des écarts, j'allais dire un groupe naturellement, il n'est pas formatif. Il est fusionnel, festif ou atelier productif. Et il laisse donc se dérouler les dominations, les prises de pouvoir, tout ce qu'on veut. Pour le faire exister en tant que groupe formatif, il a besoin de moi. Il a besoin ou d'une personne dans le groupe ou de moi, formateur, et qui va réussir à proposer et réguler. Il y a les deux choses. Proposer, c'est en amont. Réguler, c'est au long cours. Proposer et réguler, ce qui permettra à ce groupe d'aller vers le progrès de chacun et chacune. J'ai tendance à être un peu long, donc je m'en excuse. En revanche, je m'arrête là pour ce point et je vous rends la parole. Est-ce qu'il y a des collègues à distance qui veulent intervenir? Parce que c'est frustrant pour eux d'être à distance. Alors si en plus ils ne peuvent pas intervenir, je me tourne vers la régie. Non, pas de demande particulière. Alors donc c'est à vous, à la salle, d'avoir... C'est à vous d'intervenir, sinon je vous propose un temps numéro 4. 5 minutes. Non, on finira à la demi, je vous promets qu'on finira à la... Oui, attendez. Je peux, ça m'arrive. Il existe d'ailleurs, vous savez, des petits logiciels très bien faits dans lesquels on entre les personnes, on entre aussi les compétences des personnes ou ce qu'on attend d'elles, et puis ils vous constituent des groupes en fonction de votre demande. Vous voulez des groupes homogènes, des groupes hétérogènes, des groupes de ceci. Donc quand je parle de contraintes, par exemple, moi je dis pour qu'un groupe de type documentaire soit efficace, je m'assure que chacun a un document à présenter qu'il le maîtrise. Bon, ça paraît tout simple et tout bête, mais ça fait primer l'hypothèse de travail sur l'hypothèse de base. Ça veut dire qu'il n'y a pas une personne qui a bossé son truc qui va briller et empêcher les autres de parler. Voilà. J'utilise beaucoup, on l'a utilisé hier, la formule dite du puzzle, c'est-à-dire que j'affecte à des personnes un travail différent préparatoire, et puis je les mets ensemble pour ensemble faire un travail commun, mais en m'assurant que chacune ait antérieurement préparé séparément quelque chose dont le groupe a besoin. Et donc il faudra que chacune des personnes participent, puisque le groupe a besoin de la participation de chacune des personnes. Donc, quand je parle de contraintes, ce n'est pas du tout au sens... alors, on peut parler de dispositif. Le mot dispositif, vous savez, est ambigu parce qu'il y a son acception foucaldienne. Le dispositif, c'est tout ce qui nous contraint. Puis, il y a la conception de Castoriadis, qui est le dispositif, c'est ce qui rend possible la liberté. Moi, c'est plutôt dans cette deuxième définition que j'entends le dispositif. Le dispositif, c'est ce qui permet de réfléchir. Permet d'avancer, permet de découvrir. Permet de se dépasser et de découvrir. Voilà, ça pour moi, c'est très important. En tant qu'enseignant, par exemple, un des dispositifs que j'ai beaucoup utilisé, c'est la contrainte féconde, empruntée à l'Oulipo, c'est des dispositifs comme l'obligation de passer par l'écrit. Moi, j'utilise beaucoup l'obligation de passer par l'écrit, que je trouve un dispositif extrêmement efficace. Hein. Parce que ça permet de réfléchir, et donc très souvent dans les travaux de groupe, je demande que chacun apporte un écrit individuel avant, hein, et produise un écrit individuel après. Hein. Moi, je suis très attentif à tout ce qui va nous permettre de faire que le groupe soit un groupe de formation. Voilà. Le thème de notre soirée, c'était qu'est-ce qu'on peut attendre d'un groupe et comment faire. Si on veut un groupe de production, moi je ne suis pas compétent, il faut voir les managers. Hein, ils vous diront comment organiser l'atelier. Si on veut un groupe festif, bon ben là il y a des tas de gens compétents. Bon. Moi je dis entre l'atelier et la fête, il y a la formation, c'est
c'est quelque chose à quoi il faut faire de la place. J'ai même tendance à penser, c'est ma conviction, mais vous pouvez ne pas la partager, qu'une démocratie se caractérise par le fait qu'elle fait de la place à la formation au sein des dispositifs de production. Voilà. Et que pour moi, c'est fondamental. Alors, je vous propose de passer au temps numéro 4. Est-ce que ça s'est affiché? Oui. C'est une très rapide. Alors, 3 minutes en groupe, là. Hein. Puis ensuite, on se recentre pour finir effectivement bien à l'heure. La question, c'est, si on reprend les regroupements que nous avons évoqués, comment pouvons-nous améliorer l'efficacité de chacun de ces regroupements? Alors, pas de chacun, on ne répond pas un par un. Y a-t-il une manière d'améliorer l'efficacité de tous ces regroupements? Mais chacun en particulier, mais réfléchissons à tous. On y va, je suis pris par le temps, donc 3-4 minutes en petit groupe pour que vous ayez la possibilité de vous exprimer. Et puis, nous finirons par une brève synthèse. Bien, je suis désolé de vous laisser aussi peu de temps. Il peut y avoir des contraintes qui ne sont pas fécondes. J'ai peur de m'être mal exprimé. Hein. Tout à l'heure, quand je dis qu'il faut faire exister la formation dans des institutions, moi, je comprends très très bien dans une institution que ceux qui dirigent cette institution privilégient la production, c'est-à-dire l'efficacité. Non seulement je le comprends, mais en tant qu'usager de l'institution, j'en suis très content. Moi, usager de l'hôpital, fréquemment,
Je suis très content que les personnels de santé privilégient l'efficacité, la production, la rentabilité, pas la rentabilité au sens économique, mais privilégient ça. Mais ce que je veux dire, c'est que à long terme, à moyen, à long terme, pour y parvenir, il faut que ceux qui sont chargés de l'information se battent pour faire exister malgré tout et malgré toutes les urgences qui sont légitimes, parce qu'elles sont légitimes, les urgences. Pas seulement les urgences médicales, hein, mais toutes les urgences institutionnelles, les enquêtes à faire, les machins, les trucs, les machins à remplir, tout est urgent. Et donc, tous, en matière de logique productive, tout est plus urgent que l'information. Mais en matière de citoyenneté solidaire, rien n'est plus important que l'information. Voilà. Et même en matière, on va dire, d'efficacité institutionnelle à long terme. À long terme. Alors, je vous posais une question. Est-ce que vous avez envie de débaucher des réponses? On ne peut pas structurer des réponses. Je vous enverrai le diaporama et je vous donnerai quelques indications bibliographiques ou quelques articles. Mais est-ce que d'ores et déjà, vous auriez un élément qui nous permettrait de répondre à comment pouvons-nous améliorer? Oui, je vous en prie. On se disait que ça pouvait être intéressant de bien, en tant que formateur, de travailler à donner la valeur et l'intérêt de la tâche de manière à ce que chacun des membres puisse interchanger les rôles et les fonctions et oser interchanger les rôles et les fonctions. Parce qu'il aura compris le sens et la valeur que ça peut avoir et d'y aller tout seul pour que nous, en tant que formateurs, on ne soit pas les seuls à porter la responsabilité de mélanger les compétences et les faiblesses des uns et des autres. Parfait. Moi, j'ai juste une remarque purement terminologique. Dans notre travail de recherche, vous avez utilisé le mot tâche. On réserve le mot tâche à la fabrication, c'est-à-dire c'est le panneau, c'est la pièce de théâtre, c'est le dossier. Et nous disons qu'un des enjeux de la formation, c'est de distinguer l'objectif et la tâche, c'est-à-dire ce qu'il faut faire et ce qu'on apprend. Et de faire toujours primer ce qu'on apprend, c'est-à-dire ce que j'ai appris, sur ce que j'ai fait, c'est-à-dire sur l'activité que j'ai déployée. Parce qu'on peut déployer beaucoup d'activités sans rien apprendre, et que l'important pour la construction de l'intelligence et de l'expertise, c'est d'identifier ce qu'on a appris dans l'activité qu'on a déployée. Alors on va dire ça de manière très technique, c'est stabiliser des procédures dans des processus, identifier les constantes et les paramètres dans des situations différentes, décontextualiser. Mais vous savez très bien ça en médecine, vous êtes ça tout le temps. Hein, identifier des problèmes dans des situations, vous faites ça tout le temps. La situation est vaste, mais je découvre le problème à l'intérieur. Comment, dans une situation donnée, je découvre un problème? Bon. On va dire que ça, c'est l'objectif. La tâche, c'est le faire. L'objectif, c'est le comprendre. Voilà. Ça, c'est purement terminologique pour qu'on y voit clair. Et si vous rencontrez des travaux de chercheurs qui travaillent sur ces questions, que vous ne mélangez pas les deux termes. Alors, moi, je n'ai pas de réponse définitive à ça. Nous avons, nous un élément de réponse. Un élément de réponse sur lequel il y a à peu près l'unanimité, pas complètement, mais beaucoup, y compris de gens qui peuvent être en désaccord par ailleurs. C'est la pratique de ce que nous appelons, d'un terme un peu, la métacognition, c'est-à-dire la réflexion avec les personnes à remettre sans cesse en chantier sur le rapport finalité-modalité. Quelles sont nos finalités? On veut quoi dans ce groupe? Comment on fait? Et qu'est-ce qu'on atteint? On veut quoi? Comment on fait? Mais cette problématique-là, moi je suis convaincu qu'on peut prendre du temps pour non seulement se la poser, nous, entre formateurs et formatrices, mais la poser avec les formés. Qu'est-ce qu'on voulait faire et ce qu'on a fait, est-ce que ça a correspondu à ce qu'on voulait faire? Parce que soyons clairs, et là je pourrais repartir pour une heure, mais je ne vais pas le faire. Les institutions sont très fortes pour afficher des finalités générales et généreuses et pratiquer des modalités à l'économie complètement contradictoires avec la finalité qu'elles affichent. Ça, on est très bon pour ça, nous, en France. La cohérence entre les finalités et les modalités, c'est la subversion. Socrate y a laissé la vie. Il a dit aux Athéniens, soyez donc démocrates, il a bu la ciguë.
Il prétendait être démocratique. La cohérence, c'est la j'ai peur de faire de l'Orwell, mais la cohérence, c'est la subversion. C'est-à-dire dire, vous affichez des finalités, parce que, alors moi je ne sais pas vous dans l'hôpital, mais moi dans l'éducation là où je suis, les projets, on sait en rédiger des tonnes. Du type, l'établissement prendra en compte les besoins des personnes, fera des analyses fines de leurs capacités structurantes, mènera des évaluations indicatives qui permettra de faire remonter régulièrement toute une série de données à partir desquelles les institutions pourront réfléchir sur ce qui permettra de réinjecter et de réguler régulièrement le fonctionnement, etc. Des projets comme ça, moi, vous savez, c'est des checkers, hein. Vous mettez des mots dans un truc et puis vous secouez, ça, tout le monde sait faire. Hein. Mais dans l'éducation nationale, on est très fort. Rédiger 15 pages sur l'autonomie et de toujours pas être capable de faire en sorte que les élèves de terminale aillent pisser quand ils veulent, quoi. Hein. On est vraiment très très bon dans ce domaine-là. Je caricature beaucoup parce que les deux sont faux. Mais quand même, ce qui est vraiment important, moi je crois, c'est cette cohérence finalité-modalité. Qu'est-ce qu'on cherche à faire à travers ce travail? Est-ce qu'on y est parvenu? Et est-ce qu'on y serait parvenu mieux si on s'y était pris autrement? Voilà. Poser simplement cette question de temps en temps. Pas tout le temps, pas toujours, pas perdre 1 heure à ça, mais 5 minutes. 5 minutes simplement pour que les gens, dans leur tête, cette question existe. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a appris? Comment on s'y est pris? Qu'est-ce qu'on voulait faire? Est-ce qu'on a réussi? C'est-à-dire que les gens, alors nous on dit, conscientisent ces choses-là. Parce que cette conscientisation, elle engendre des mutations personnelles extrêmement fortes. C'est-à-dire quand on a conscientisé ça, on n'est plus tout à fait aussi passif qu'avant dans les situations de formation, parce qu'on les analyse en même temps qu'on les vit. Et c'est ça qui fait qu'on est réellement autonome. On les analyse en même temps qu'on les vit. On n'est plus simplement des gens qui attendons l'heure de la sortie pour aller boire le café ou prendre l'apéro, ce qui est votre cas ce soir. Je regarde la collègue, j'ai dépassé un peu, hein, mais je m'en excuse. On a commencé avec un peu de retard, donc j'ai joué les 8 minutes de prolongation. Hein, merci. Et donc, je m'arrête là pour respecter le protocole. Donc, bon courage à vous, bonne continuation. Alors, on est dans des débats contradictoires. Alors, j'ai d'un côté la régie qui me dit si, on continue. Puis de l'autre côté, professeur qui me dit il y a l'apéro. Donc, je pense que professeur Mérieux a envie de l'apéro. Donc, vous, à distance, tant pis, vous n'aurez pas l'apéro. Voilà. Mais voilà, c'est ça. Nous, on choisit le groupe PET. Merci, professeur, pour votre participation. C'était alors un plaisir de vous réécouter puisque j'étais là hier. Donc, voilà, c'était très intéressant. On vous remercie tous de votre participation, aussi bien à distance qu'ici dans la salle. On vous invite effectivement à prendre l'apéro, quoi, à côté, autour voilà, des bretzels traditionnels. Et puis, on vous tiendra aussi informé du prochain apéro pédago dont on ne connaît pas encore avec certitude la date ni le thème. Voilà, il semble se profiler, mais voilà, sans certitude pour le moment, donc on se tait. Et voilà, donc restez à l'écoute, restez aussi attentifs à la newsletter qui vous, voilà, où tout vous sera communiqué. Bonne soirée, bon apéro, et puis à distance, bonne soirée aussi. Merci, bonne soirée, au revoir. Bonne soirée aux gens à distance, hein, parce que... Merci beaucoup, c'était très bien. Merci à tous. Merci. Merci, au revoir.